Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous, il est 18h sur Sensation, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique, épisode 33. Ce dimanche, nous recevons des jeunes militants. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Et parmi ces jeunes militants, ce soir, il y a Antoine Besse, bonsoir. Bonsoir. Antoine Besse, vous avez 27 ans, vous êtes originaire de Viroflay, où vous êtes d'ailleurs conseiller municipal. Vous êtes également étudiant à la faculté et président de la Fédération Yvelines des jeunes de l'UDI. Antoine Besse, politiquement, vous êtes plutôt proche de Jean-Louis Borloo, Ramayad ou Chantal Joanneau? Plutôt Jean-Louis Borloo. Avec nous également Arnaud Resteghini, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 26 ans, vous êtes étudiant en sciences politiques à la faculté de Saint-Quentin en Yvelines, engagé au sein de la jeunesse socialiste depuis 1 an. C'est avant tout une affaire de famille pour vous, car votre mère est conseillère municipale au Perret en Yvelines, une ville dans laquelle vous habitez toujours. Même question qu'à votre prédécesseur, politiquement, vous êtes plutôt Manuel Valls, Benoît Hamon ou François Hollande? Benoît Hamon. Notre troisième invité, Aleksandar Nikolic, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 27 ans, récemment engagé auprès du Front National, vous êtes un ancien militant d'extrême gauche, vous avez rejoint le mouvement communiste, vous avez rejoint le mouvement Bleu Marine pour défendre notamment la France, son histoire et les plus démunis. Candidat lors des municipales à Plaisir, vous avez recueilli 9,25% des voix au premier tour. Aleksandar Nikolic, vous êtes plus proche politiquement de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen ou Bruno Gollnisch? Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen ou Bruno Gollnisch? Marine Le Pen. Enfin, on termine ce tour de table avec Alexandre Richefort, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 28 ans, vous êtes conseiller municipal à Vélizy en charge de la jeunesse et de la vie étudiante. Vous êtes également responsable des jeunes actifs de l'UMP des Yvelines. Même question que pour tout le monde, plutôt Sarkozy, Fillon ou Copé? Alors, pas Copé, mais Sarkozy, Fillon et Valérie Pécresse. Avec vous quatre, nous reviendrons sur les élections qui ont marqué cette année la vie politique dans les Yvelines et la très dense actualité politique de ces derniers jours. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Et pour ce premier thème de l'hebdo politique, nous allons revenir sur le bilan de cette année électorale et donc sur les municipales et les européennes. Je rappelle qu'autour de cette table, nous avons des jeunes militants des 4 partis les plus représentés dans les Yvelines. Alexandre Richefort pour l'UMP, Antoine Besse pour l'UDI, Arnaud Resteghini pour le PS et Aleksandar Nikolic pour le Front National. On va commencer avec un constat amer et qui est transpartisan, c'est l'abstention. Elle a atteint des nouveaux records en 2014, notamment chez les plus jeunes, en moyenne 57% lors des municipales pour les moins de 35 ans en France et 73% lors des européennes. Alors Alexandre Richefort, l'UMP est arrivé en tête dans les Yvelines aux européennes. Comment expliquez-vous une telle démobilisation de la part des plus jeunes notamment? Alors c'est vraiment une catastrophe qu'il y ait une telle abstention aujourd'hui. À rappeler toutefois qu'il y a eu un meilleur taux de participation aux européennes de cette année que celle de 2008. Néanmoins, aujourd'hui, à cause de quoi nous en sommes là? Eh bien, sans doute à cause des promesses électorales de François Hollande en 2012. On s'aperçoit qu'avec lui, le changement, c'est jamais. Aussi, voilà, on est dans un gouvernement qui récompense l'échec. Valls, qui lui-même a avoué avoir échoué dans sa politique à l'intérieur, est nommé Premier ministre. On garde Christiane Taubira, donc pas étonnant que derrière on ait ces taux d'abstention et ces participations. Antoine Besse, les jeunes de l'UDI sont sur la même corde, c'est la faute de la gauche au pouvoir si les jeunes ne vont pas voter aujourd'hui? La gauche est au pouvoir depuis 2 ans, donc dire qu'ils ne sont pas responsables, c'est un peu compliqué. Dire qu'ils sont les seuls responsables, ça me semble aussi un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on a une classe politique aujourd'hui qui ne fait plus rêver, c'est pas nouveau, ça date pas d'aujourd'hui. Et puis de toute façon, la question européenne est clairement, je pense, un peu différente des questions nationales. Il ne faut pas uniquement voir ça à travers l'œil français. C'est quelque chose, c'est une politique qui apparaît loin des citoyens, parfois et souvent d'ailleurs à tort, mais il y a une culture européenne à développer en France. Arnaud Resteghini,
On voit le PS tout de suite attaqué d'emblée, notamment par l'UMP. Vous répondez quoi sur l'abstention des jeunes? Oui, c'est normal qu'on attaque le Parti Socialiste. En fait, on était au pouvoir depuis 2 ans. On avait tous les pouvoirs jusqu'à l'échec des élections municipales. Vous l'êtes toujours au pouvoir. Oui, mais je parle avant, parce que je me place à la veille des élections municipales, c'est pour ça. Et donc forcément, c'est normal qu'on soit attaqué pour ça. Parce que ce qu'on attend avant tout d'un gouvernement politique, c'est qu'il soit capable de mettre en place des mesures qui soient susceptibles de transformer la vie des gens. Et on se rend compte qu'à la veille des élections municipales, ce qui a été proposé par François Hollande n'est pas allé assez loin. Il y a pas mal de choses qui ont été faites pour marquer une rupture avec ce que proposaient les gouvernements précédents, Nicolas Sarkozy et compagnie. Mais malheureusement, c'était pas assez ambitieux pour réellement produire des résultats qui étaient perceptibles par l'ensemble des citoyens. Et c'est pour ça qu'on a été sanctionné. Et une première fois aux élections municipales. Et François Hollande ensuite a fait le choix de poursuivre dans sa politique plutôt que de la réorienter. Et ça explique l'échec aux élections européennes et la montée de l'abstention, parce que si c'est ça la question, pourquoi est-ce qu'il y a de l'abstention? C'est parce qu'aujourd'hui, les politiques qui se sont succédés ont toutes échoué à produire des résultats. On aura l'occasion d'y revenir. Alexandar Nikolic, le FN, lors des élections européennes, a été le premier parti de France chez les 18-35 ans. Alors j'imagine que c'est un constat qui vous ravit, mais est-ce que ce taux d'abstention de 75% chez les plus jeunes, ça fait pas finalement une demi-victoire? Je tiens à dire que chez les abstentionnistes, le Front National est toujours premier. Donc même si on compte les abstentionnistes, on est aussi premier. Non, mais il y a un rejet total de toute la classe politique qui est au pouvoir depuis 35 ans. Que ce soit le PS, l'UMP, ça donne plus envie, il n'y a plus rien qui est proposé réellement. Le seul parti qui propose quelque chose aujourd'hui, c'est le Front National, qui donne un élan, vraiment un espoir. Et qui mobilise pas tant que ça finalement. Qui mobilise pas parce qu'il y a encore une diabolisation qui est considérable. On nous accuse encore d'être parfois encore racistes ou anti-républicains ou ce genre de choses. Et évidemment que ça peut faire peur et hésiter certaines personnes qui n'osent pas franchir le pas, même si souvent ils partagent nos idées mais ne le savent pas. Alors, la poussée du Front National en France et dans les Yvelines, c'est le fait marquant de cette année politique. Le FN qui a remporté la première ville de son histoire en Ile-de-France. Ici, dans les Yvelines, il s'agit de Mantes-la-Ville et le FN qui arrive deuxième aux Européennes avec presque 18% des voix, soit 5 fois plus qu'il y a 5 ans. Alors, pour commenter ces scores et résultats, les ténors des partis traditionnels évoquent un cataclysme, un séisme. Vous, qui êtes plus jeune, qui avez peut-être une autre vision de la politique, on va commencer avec vous, Alexandre Richefort. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que vous parlez aussi de cataclysme et de séisme? Effectivement, oui. Je pense que faut pas se cacher derrière les mots. C'est vraiment une catastrophe aujourd'hui d'avoir un FN si haut. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au Parlement européen? Si on regarde bien, on a un quart des députés sur 77 qui sont des députés d'extrême droite. On a en plus un député issu des listes de l'UMP, Jérôme Lavrieux pour ne pas le citer, qui avoue avoir triché sur une précédente élection. On a aussi un secrétaire d'État aux affaires européennes, M. Harlem Désir, qui, de la bouche même des socialistes, avoue, les socialistes avouent eux-mêmes que c'est le plus mauvais premier secrétaire de leur histoire. Donc non, la représentation de la France en Europe aujourd'hui est mise à mal. Alors après, je dirais que le FN ne veut pas de l'Europe. Bon, qu'il se rassure, on a M. Désir aux affaires européennes, donc l'Europe ne risque pas d'avancer dans les 3 années à venir, et ça, c'est dommage. Le point de vue des jeunes de l'UDI et du PS sur ces mots qui sont tout le temps utilisés, cataclysme, séisme, vous êtes d'accord? Arnaud Ristigini, peut-être? Oui, c'est toujours dramatique quand on arrive avec des résultats aussi importants pour le Front National et puis pour l'abstention. Ça prouve qu'on a échoué dans la politique qu'on a mis en œuvre. Malgré tout, je pense que quand on parle de séisme, on sous-entend d'une certaine façon que c'était imprévisible, qu'on s'y attendait pas. Et moi, je suis pas totalement d'accord avec cette analyse. Je pense que, en tout cas, nous, au MJS, ça fait un certain temps qu'on appelait François Hollande à être beaucoup plus ambitieux dans sa politique, à aller plus loin, à renouer avec les 60 engagements, à renouer avec l'offensivité du discours du Bourget. Et comme on n'a pas été encore suffisamment entendu, ça explique pourquoi est-ce qu'on arrive à ces résultats. Et aujourd'hui, maintenant, plus que jamais, il est nécessaire d'entendre l'appel des urnes et d'oser enfin mettre une politique vraiment ambitieuse pour répondre aux attentes des gens. Antoine Besse, le point de vue des jeunes de l'UDI, des Yvelines? Cataclysme, oui, non. Moi, ça me gêne un peu ce terme parce que j'ai l'impression qu'on dit c'est la fin du monde. Enfin, je veux dire, les citoyens, ils sont responsables. C'est peut-être mon côté un peu libéral, mais le citoyen, il est responsable. Il y a 2 ans, ils ont voté Hollande. Bon, ils ont vu qu'apparemment, ça posait quelques soucis sur le long terme.
mais qu'ils les assument aussi. Je veux dire, je suis français comme tout le monde, quand je vais voter, je glisse mon bulletin comme tout le monde, enfin en tout cas pour ceux qui vont voter. Donc à partir du moment où ils désirent avoir le FN, ok, pourquoi pas. Moi, je dis pourquoi pas. Essayons. C'est la responsabilité du citoyen, c'est à eux de voir. Après, on verra ce qui se passera. Je suis pas sûr que ce soit effectivement vraiment la meilleure solution pour la France, évidemment, sinon je ne serais pas l'UDI. Et pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les idées au niveau des européennes, je crois qu'effectivement les deux seuls partis qui étaient pour le coup vraiment ultra clairs sur la question des européennes, c'est le FN et l'UDI. C'est la vraie polarisation politique d'aujourd'hui. Vous voulez dire qu'il y a un espace pour le centre et le FN aujourd'hui, il y a deux partis? Mais c'est évident, enfin, que ce soit l'UMP ou le PS, qui peut me dire quelles sont leurs lignes politiques sur la question européenne, sur la question économique, sur la question sociale? Ils sont divisés sur tout. Alors, je veux juste redonner la parole à Alexandar Nikolic. Quand vous entendez l'UMP qui parle de cataclysme, le PS aussi, l'UDI dans une moindre mesure, on l'a compris, vous répondez quoi? Je réponds que ça m'amuse un petit peu parce qu'il y a 150 000 personnes victimes de violences chaque année, il y a 75 000 viols en France. Je peux parler du chômage, on peut parler donc là je parle de l'insécurité, du chômage qui augmente, la perte d'identité de notre pays, c'est une catastrophe générale. Et le cataclysme, ce serait que les gens votent pour le Front National et aient un espoir justement de revenir à un modèle républicain d'assimilation, anticommunautarisme. Ce serait ça le cataclysme. Alors c'est aussi un cataclysme, si je peux me permettre, voilà, aujourd'hui, il y a un sondage qui est paru, 68% des Français ne font pas confiance à Marine Le Pen et pourtant ils votent pour elle. Donc c'est un cataclysme dans le sens où il s'agit d'un vote protestataire aussi. Et c'est jamais bon les votes protestataires. Après, juste pour compléter ce que disait mon camarade de l'UDI, aujourd'hui, l'UMP était le seul parti qui a eu, lorsqu'il était aux affaires, une stature au niveau de l'Europe. Enfin, je vais reparler de la présidence de Nicolas Sarkozy, alors issu des rangs de l'UMP. Voilà, quand il était président du Conseil européen, on a évité de l'aveu même de tous les dirigeants européens une très grave crise en Géorgie. Voilà, il y avait une stature de la France en Europe à ce moment-là que l'on n'a plus aujourd'hui avec François Hollande. Et d'ailleurs, à l'époque, l'UDI, enfin le nouveau centre, y était pleinement associé et ça avait donné de beaux résultats. Antoine Besse? Oui, je remets absolument pas en question le rôle qu'a pu tenir Nicolas Sarkozy à cette époque. L'ensemble de la classe politique française, d'ailleurs, même à gauche, l'avait salué. Donc c'est pas tellement la question. Je veux dire, maintenant, ça, c'est passé. On a eu des élections européenne un peu compliquée. On ne peut pas dire que l'UMP soit forcément le parti le plus clair aujourd'hui sur ces questions-là. La stature de la France en Europe était indéniable à l'époque où nous étions au pouvoir. On va se recentrer sur un point local, sur les Yvelines. Concernant le Parti Socialiste, Arnaud Resteghini, le bilan de cette année est catastrophique, si je puis dire. Lors des élections européennes, vous n'êtes arrivé que 4e parti derrière le centre. Au municipal, vous avez perdu des bastions historiques comme la Casquille, la communauté d'agglomération ici, qui était à gauche depuis 40 ans. Alors ma question est simple, la gauche yvelinoise peut-elle encore se relever ? Bah oui, on peut toujours se relever. Je pense que ce qu'il faut bien retenir de ces deux scrutins qui se sont succédés, c'est que avant tout, avant que ce soit les élus locaux qui sont sanctionnés, c'est la politique qui est mise en œuvre par François Hollande. Et je vais reprendre déjà ce que j'ai déjà dit, c'est à partir du moment où on n'est pas capable de transformer la vie des gens et de faire en sorte de tenir ses promesses, qui est tout simplement de dire que demain on vive mieux qu'aujourd'hui, c'est normal qu'il y ait un espèce de désespoir qui se mette en place chez les électeurs. À charge à nous maintenant d'entendre cet appel, cette réclamation. Et pour revenir sur le vote Front National, moi je pense pas que ce soit un vote d'adhésion, je pense que c'est un vote d'humeur aujourd'hui. C'est que les gens sont tellement désespérés par ce qui se passe à l'UMP et par ce qui se passe au PS qu'ils essayent de protester de la manière qu'ils peuvent, et ils essayent de créer un électrochoc en votant pour le Front National. À nous d'entendre cet appel-là et d'y répondre en mettant en place une politique vraiment ambitieuse qui ose aller plus loin que ce qui a été fait jusqu'à présent, enfin ce qui a toujours été fait sous la Ve République et depuis les années 80, par exemple en augmentant le SMIC, en travaillant à la répartition des richesses, en diminuant le temps de travail, pour remettre de la justice sociale là où aujourd'hui il n'y en a plus, et pour créer des résultats économiques réellement efficaces à court terme. Ça a été démontré par plein d'économistes, donc aujourd'hui autant en profiter. Alors il y a un parti qui n'a pas fait de bruit mais qui s'en est plutôt bien sorti lors de ces élections, c'est le centre, l'alliance entre l'UDI et le MoDem. Vous obtenez notamment 13,5% aux européennes contre 9% 5 ans plus tôt dans les Yvelines. Les jeunes centristes yvelinois et plus particulièrement ceux de l'UDI sont-ils satisfaits de cette année électorale ? En termes de résultats globaux, c'est forcément un peu
compliqué. On ne peut pas dire qu'on soit forcément ultra satisfait de ce qui s'est passé des résultats nationaux. Après, dans le département, on est particulièrement satisfait parce qu'on a des villes où on arrive en seconde position en talonnant parfois l'UMP de très près. À Viroflay, là où je suis élu, l'UMP arrive en tête avec 23%, l'UDI avec 18%, mais ce n'est pas la seule ville. Il y a d'autres villes dans les Yvelines qui arrivent à ce niveau-là. Les Yvelines font aussi partie des départements où le FN est le plus bas au niveau national. Donc c'est une terre modérée. Donc oui, satisfait parce qu'on a fait du terrain, parce qu'on est allé à la rencontre des gens, ce que n'ont pas fait forcément les autres partis, et ça paye. Dans un récent communiqué de presse, vous appeliez à poursuivre le travail commence avec les jeunes du MoDem. Est-ce que vous souhaitez que la tête du parti fasse la même chose finalement, que vous restiez allié au MoDem ? C'est à voir au niveau national. Moi, je sais que j'ai de très bonnes relations avec le président jeune démocrate des Yvelines, Antonin Grélé, qui est également viroflaysien. Oui, c'est quelque chose qu'on désire parce qu'au niveau du projet, on a les mêmes idées. Alors après, effectivement, la ligne politique peut varier un peu, mais ça, dans tous les partis, ça peut exister, c'est pas vraiment le problème. Après, au niveau national, c'est à nos responsables de décider ce qu'il faut faire. L'UMP, premier parti des Yvelines, un mot sur votre bilan. Qu'est-ce que vous retenez finalement ? Le bon, c'est-à-dire les villes conquises à la gauche lors des municipales et la première place aux européennes, ou le moins bon, 10 points de moins qu'il y a 5 ans lors de ces mêmes européennes, et les mésententes entre les barons locaux que sont Henri Guénaud et Valérie Pécresse ? Alors, je retiens surtout qu'au niveau d'Île-de-France, l'UMP est arrivé là aussi en tête. Et là où, partout où l'UMP a une ligne claire, un leader affirmé, comme Valérie Pécresse, qui est leader de l'opposition en Île-de-France, eh bien, l'UMP est le premier rempart contre le FN. Après, l'échec, il n'est pas pour nous, il est surtout pour le Parti socialiste qui, mécaniquement, depuis 30 ans, à chaque fois qu'il est au pouvoir, fait monter le Front National. Et c'est ce jeu de boomerang auquel jouent le PS et les associations antiracistes d'un côté et le Front National avec Jean-Marie Le Pen et ses petites sorties de l'autre, qui leur revient en pleine figure cette fois-ci avec un FN plus haut que jamais dans la région. Un mot sur l'année du FN, on peut dire quoi ? Excellente, peut mieux faire encore ? Au niveau des résultats, c'est une satisfaction. Est-ce que nos idées sont de plus en plus populaires ? Après, notre but, c'est pas que le Front National soit premier. Notre but, c'est que la France se porte mieux. Donc c'est d'arriver au pouvoir, de faire passer nos idées qui seront bénéfiques pour la France. Certains, leur objectif, apparemment, c'est de faire rempart au FN. On essaie de faire rempart à personne ou quoi que ce soit. Encore une fois, nous, on propose des choses pour que les Français vivent mieux au quotidien et que la France se porte mieux dans l'avenir. Voilà, c'est peut-être la différence. On ne fait pas de la politique politicienne. C'est l'heure maintenant de faire une pause musicale dans cette hebdo politique spéciale Jeunes Militants. Dans la deuxième partie de cette émission, nous aborderons l'actualité politique de ces derniers jours. L'hebdo politique. De retour dans l'hebdo politique, nous sommes toujours en compagnie des jeunes militants des Yvelines, Arnaud Restegui pour le Parti Socialiste, Alexander Nikolic pour le Front National, Alexandre Richefort pour l'UMP et Antoine Besse qui représente l'UDI. Alors après avoir fait un bilan de vos partis respectifs pour cette année électorale, on va se pencher sur la très dense actualité de ces jours-ci. Avec l'affaire qui fait la une ces derniers jours, c'est la crise à l'UMP. Alexandre Richefort, quand vous voyez les cadres de votre parti qui se déchirent entre ceux qui soutiennent Nicolas Sarkozy, les partisans de François Fillon ou encore d'Alain Juppé, ça vous inspire quoi ? Et quelle est la position des jeunes actifs sur cette crise finalement de votre parti ? Ce qu'il faut avant toute chose, c'est donner la parole aux militants. Il n'y a pas 36 solutions. Après tout, en plus c'est un juste retour des choses, ils ont donné 11 millions d'euros l'an dernier, donc leur permettre de voter, de s'exprimer, ça serait plutôt bien. Après évidemment, quand vous parlez aux jeunes actifs et aux militants des Yvelines, bien sûr que Nicolas Sarkozy est présent, il a été président de la République, il a été président de notre mouvement, donc on peut pas l'ignorer, Nicolas Sarkozy. Néanmoins, il y avait une attitude qui a été la seule attitude qui était jouable, c'était quand Valérie Pécresse a imposé la démission collective de toute la direction de l'UMP en bureau politique. Et voilà, il fallait un geste fort pour demain envisager une refondation. Vous parliez de Nicolas Sarkozy, à l'automne prochain, un congrès doit élire le nouveau président de l'UMP. Vous et les jeunes de la Fédération des Yvelines, vous êtes favorables au retour de Nicolas Sarkozy ou bien vous préférez peut-être opter pour quelqu'un qui est moins dans les affaires, qui est plus jeune, comme Bruno Le Maire ou Xavier Bertrand ? Alors, je vais vous dire un scoop. Je suis favorable au fait que Nicolas Sarkozy s'exprime.
C'est le préalable. On ne sait pas ce qu'il veut faire aujourd'hui. On entend dire qu'il veut revenir, mais il ne l'a pas dit. Alors voilà, la première étape serait qu'il s'exprime. Après, que ce soit demain des ténors comme Nicolas Sarkozy ou Valérie Pécresse, ou d'autres comme Nathalie Kosciusko-Morizet, François Baroin, Xavier Bertrand, qui seront demain à la tête de l'UMP, ce que je veux, moi, c'est l'émergence d'une nouvelle génération à la tête du parti. Voilà, de nouveaux visages, et surtout une génération honnête. Honnête sur le plan moral, honnête sur le plan financier et honnête sur le plan de la pratique. Certains cadres comme Nathalie Kosciusko-Morizet récemment et Alain Juppé après les européennes ont émis le souhait de se rapprocher du centre et notamment de l'UDI. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Écoutez, oui, on a toujours fait de grandes choses avec le centre. Voilà, je pense qu'on a une vocation naturelle à faire une alliance avec le centre. Voilà, je ne sais pas, il est encore trop tôt pour dire la forme qu'elle pourrait prendre. Et puis, en tout cas, vous êtes favorable. On n'est pas. Moi, je suis pour l'alliance avec le centre. D'ailleurs, voilà, on le voit dans des villes comme la ville de Viroflay. Antoine Beysse a été élu aux côtés d'un maire UMP. Quand on est ensemble, quand on est réunis, l'UMP et le centre font de bonnes choses et de grandes choses. Antoine Beysse, en qualité de président Yvelines des Jeunes UDI, vous êtes pour un rapprochement avec l'UMP ou alors pour un centre indépendant et fort ? Les deux, mon général. C'est-à-dire qu'un centre indépendant et fort, ça me paraît aujourd'hui essentiel. On l'a vu avec l'UMP, quand la famille, justement, cette famille politique rassemblée centriste et droite, on va dire aujourd'hui, enfin ce qu'on peut appeler droite, droite populaire, en vision ancien RPR, ça fonctionnait, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Aujourd'hui, qu'il y ait deux familles distinctes me semble essentiel. Après, ça n'empêche pas de travailler ensemble, et même au contraire. Au contraire, moi je suis tout à fait favorable à ce qu'on travaille avec l'UMP. Effectivement, Alexandre l'a rappelé, on le fait depuis longtemps dans les Yvelines et pas que chez nous, c'est pas nouveau et je souhaite que ça dure. Après, le tout, c'est de savoir quelle ligne l'UMP va aussi adopter. La ligne de Nicolas Sarkozy en 2012, on a dit qu'il avait fait une campagne très à droite, les experts, enfin les... Moi personnellement, j'ai pas du tout accroché à sa campagne. Je fais partie des centristes qui n'ont pas voté pour lui au second tour. Je n'ai pas voté à gauche non plus. Mais clairement, c'est une ligne où quand on remet en question l'Europe, quand on remet en question Schengen, quand on remet en question ce qu'on appelle les corps intermédiaires, quand on remet en question les journalistes, la crédibilité du journalisme français, et qu'on a des militants qui jettent des bouteilles sur les journalistes, moi c'est quelque chose qui me dérange profondément. Donc cette ligne-là, non, je ne l'ai pas acceptée. Après, si une nouvelle ligne beaucoup plus claire émerge à droite, là par contre je suis tout à fait preneur. On a l'impression que les partis du centre ont une vraie carte à jouer aujourd'hui entre le recul du PS, la crise à l'UMP, mais que rien ne se fait finalement et que depuis le départ de Jean-Louis Borloo, personne n'arrive à s'imposer dans le paysage médiatique. Vous partagez Il y a une perte de leadership qui est évidente. On va pas chercher ça pendant des heures, c'est évident. Après, ça n'empêche pas au centre de se construire progressivement. Les fédérations se structurent, les militants apprennent à se connaître. C'est des militants, c'est une famille qui sort de loin. Hein. C'est quand même une famille qui a été très longtemps explosée. Aujourd'hui, elle se réunit, elle travaille ensemble. On me disait il y a encore 1 an et demi que l'UDI ne fonctionnerait pas, ça fonctionne. Travailler avec l'UMP, ça fonctionne. Avec le MoDem, ponctuellement, quand il le faut, ça fonctionne aussi. Donc on est capable de le faire. Après, il faut aussi dire les choses. On n'a pas eu l'ouverture médiatique qu'on espérait. Pendant la campagne, on était ceux qui étaient sur le terrain H24, on n'a pas vu beaucoup de responsables UDI et centristes sur les plateaux télé non plus pour faire parler de nous et de nos idées. Donc il y a une responsabilité évidemment de l'UDI parce qu'on n'était pas peut-être assez audible, mais c'est pas la seule raison. Aujourd'hui, il y a vraiment une vocation naturelle à faire alliance entre nos deux familles politiques, puisque vous avez déjà des centristes qui sont dans l'UMP et peut-être aussi au centre des gens qui ont une petite fibre un petit peu plus droitière. Donc il y a vraiment un potentiel entre nos deux familles. Alexandre Nikolic, comment vous réagissez quand vous voyez la situation du PS et de l'UMP ? Est-ce que comme Marine Le Pen, vous dites ça y est, on est le premier parti de France ? Alors oui, dans les urnes, encore une fois, on est le premier parti de France, mais je répète ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un match de foot. Enfin, je veux dire, notre but, c'est pas de gagner. Enfin, voilà, c'est d'appliquer nos idées, encore une fois, pour que la France se porte mieux, je me répète. Après, quand je vois l'UMP et le Parti Socialiste, oui, enfin, on voit qu'il y a des affaires, mais c'est toujours un peu récurrent. Enfin, je veux pas faire d'accusation. Il parle d'un retour de Nicolas Sarkozy.
ça m'étonne quand je vois à quel point cet homme s'est moqué des Français, s'est moqué lors de la campagne de 2007 avec plein de promesses qu'il n'a absolument pas appliquées. Il a souvent fait l'inverse. Ça me fait doucement sourire. J'espère que les Français sont pas naïfs. Alors aujourd'hui, on n'a vraiment pas de leçon, je pense, si je peux me permettre, à recevoir du Front National, parce qu'on a quand même en face de nous Alexandre Richefort, vous parlez beaucoup et du coup le niveau de temps de on parole, a un parti qui a dû vendre son ancien siège pour éponger les dettes du parti. Alors bon, comment ferait-il s'il gérait demain les affaires de la France? Il vendrait la Tour Eiffel peut-être? Merci. Et juste, Alexandre Nikolic, il y a quelque chose qui est récurrent au FN, ce sont les dérapages verbaux de Jean-Marie Le Pen, qui a évoqué le mot fourné récemment en parlant de Patrick Bruel qui est juif. Le président d'honneur du FN s'est fait critiquer par sa propre fille, Marine Le Pen, mais également par Florian Philippot et Louis Alliot, les autres cadres du parti. Est-ce que Jean-Marie Le Pen aujourd'hui n'est pas un boulet pour le FN et pour la stratégie de dédiabolisation mise en place par sa fille? Je vais revenir sur les propos de M. Le Pen. Il faut remettre ça en contexte. Il parlait de fourner. Il disait Yannick Noah et plusieurs autres personnalités qui disaient qu'ils allaient quitter la France si le Front National était au pouvoir. Il les appelait à quitter justement la France et il parlait ensuite de Patrick Bruel et il disait on fera une fournée. Si, il y a le MRAP, SOS Racisme qui a porté plainte. Bon, s'il s'avère qu'au final c'était des propos antisémites, il y a une présomption d'innocence pour l'instant. Moi je donne mon opinion, il me semble que c'était ça. Après peut-être que ce sera jugé antisémite, évidemment que ce sera choquant. Et évidemment que ce serait, comme tout propos raciste, pas spécifiquement de antisémite, tous les propos racistes sont choquants, les propos racialistes aussi. Que ça, le PS et l'UMP en ont l'habitude, quand ils parlent de diversité par exemple ou autre, ça veut dire différent, c'est-à-dire qui sépare la société française, alors que nous on prône une France unie, derrière une histoire commune, peu importe les origines et la couleur de peau. Ils parlent de... Vous donnez le droit à l'erreur, peut-être que c'est une erreur. Sur Jean-Marie Le Pen, dire ça. Jean-Marie Le Pen, il y aura peut-être une enquête, il y aura... on verra c'est ce qui en ressort. Il y a une présomption d'innocence. Mais il y a quand même un passé qui est là pour Jean-Marie Le Pen, surtout, pas forcément pour tous les membres du Front National. Je vais vous dire sincèrement, je vais être honnête. Les propos l'autre fois avec Patrick Bruel. Non, sur Ebola. Sur M. Ebola, qui devait éradiquer le... Alors voilà, il arrive à tout le monde, je pense, de faire des blagues. Là, c'est très drôle, vous le reconnaissez. Mais honnêtement, j'ai été le premier à être... choqué. À être un petit peu gêné, évidemment. Enfin, oui, choqué par ça. Après, vous me posez la question sur la fournée. Je sais pas, il disait qu'il ne savait pas que Patrick Bruel était juif. On a compris votre point de vue. Finalement, on a envie de dire que le Parti Socialiste dans tout ça, bizarrement, le parti de la majorité, passe quelque peu entre les gouttes ces derniers jours. Est-ce qu'on peut dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres ? De façon paradoxale, puisque vous êtes le parti de la majorité. Ouais, enfin, on peut pas s'attribuer quelconque gloire là-dedans ou quelconque bénéfice. Je pense que ce qui est important, c'est pas ce que dit Jean-Marie Le Pen ou qui sera le futur président de l'UMP, c'est vraiment comment on va faire en sorte pour aujourd'hui sortir le pays de la situation dans laquelle elle est, comment on va faire en sorte que les étudiants puissent travailler dans de bonnes conditions, comment on va faire en sorte que les jeunes qui aujourd'hui sont un jeune sur 4 au chômage puissent travailler, comment on va résoudre le problème du chômage. C'est ça les vrais enjeux, c'est ça les vraies questions auxquelles il faut qu'on apporte des réponses. Et nous, en tout cas, c'est à ça qu'on essaye de travailler le plus possible, en menant des campagnes sur le terrain, en faisant le maximum d'actions qu'on peut faire pour aujourd'hui inciter François Hollande à vraiment renouer avec une politique ambitieuse, progressiste et plus juste socialement et efficace économiquement. Enfin, ça fait 2 ans quand même que vous avez tous les pouvoirs. Enfin, vous aviez déjà 20 régions sur 22, vous avez le Parlement, l'exécutif. Ça vienne. On peut faire le bilan aussi de tous les années. Voilà, ça y est, on fait retour vers le futur comme d'habitude avec les socialistes. Vous étiez bien élevé jusqu'à présent, vous laissiez parler, on va aller jusqu'au bout comme ça, s'il vous plaît, messieurs. Juste, est-ce que vous pensez que François Hollande, qui a moins de 20% de satisfaction dans les sondages, peut encore inverser la tendance ? Et alors là, je vais aller au bout de ma pensée, peut se faire réélire en 2017. Honnêtement, je pense que oui. Même si ça va être extrêmement compliqué. C'est sûr que quand on est aussi bas, c'est très difficile de remonter dans les sondages, mais malgré tout, je pense quand même que 3 ans, c'est encore 3 années, et il est possible de produire des résultats. Par contre, ça veut dire qu'il faut arrêter de tergiverser, il faut arrêter de réfléchir, il faut vraiment y aller, il faut gonfler le torse, comme on dit, et vraiment mettre les mains dans le cambouis pour vraiment mettre une politique capable de produire des résultats rapidement. C'est possible, hein, l'histoire nous a montré des exemples où on pouvait
pouvait très rapidement produire des résultats. Je pense par exemple à Roosevelt quand il fait le New Deal, c'est 100 jours qui permettent après de produire énormément de résultats rapidement. Donc si on a fait 100 jours, si Roosevelt avait besoin de 100 jours, je pense que François Hollande peut faire aussi bien en aussi peu de temps. Donc 3 ans, c'est encore possible d'inverser la courbe, mais le temps quand même est compté et faut arrêter d'aujourd'hui de laisser courir les secondes. Il faut vraiment agir, quoi. Alexandre Nikolic. Oui, je voulais juste revenir sur les propos de M. Le Pen et bien signaler quand même que on a eu Manuel Valls qui avait eu aussi des propos racistes à Évry quand il parlait quand il comptait le nombre de Noirs et qu'il estimait qu'il y en avait trop. Aujourd'hui, il est tellement condamné par son parti qu'il est Premier ministre. L'UMP, on a eu Brice Hortefeux, on a eu Claude Guéant qui a eu des propos parfois limites sur l'homme. Je veux dire, chaque parti a eu des casseroles. Il ne faut pas qu'à chaque fois, systématiquement, comme c'est le Front National, on s'acharne et on nous ferait passer pour... Et puis sur les actes antisémites, le même week-end, il y a encore deux personnes juives qui se sont fait agresser à la sortie d'une synagogue. Il y a 2 semaines, il y a eu M. Nemouche qui a fait un attentat antisémite à Bruxelles. Je pense que c'est bien plus grave que les propos de Jean-Marie Le Pen. Et je parle là des actes antisémites. Et je disais tout à l'heure, 150 000 actes violents chaque année. C'est bien plus grave. Ma question, c'était vraiment sur la stratégie de dédiabolisation. On a l'impression que Marine Le Pen s'y attelle fortement, qu'elle réussit plus ou moins son pari, mais que son père l'attire toujours vers le bas, quoi, finalement. Voilà, c'est pas facile de changer stratégie. d'un parti, Non, mais vous parlez de stratégie. Voilà, nous, on a des idées, on a un programme, et je sais pas si c'est une stratégie de dédiabolisation. On n'est pas des diables, donc on n'a pas besoin d'être dédiabolisés. On a des idées qui n'ont rien de honteuses, qui seront bénéfiques pour notre pays, oui. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cette hebdo politique. Merci à nos invités d'avoir participé à cette émission. Alexandre Nikolic pour le Front National, Arnaud Resteghini pour le Parti Socialiste, Alexandre Richefort pour l'UMP, Antoine Besse pour l'UDI. N'oubliez pas, vous pouvez réécouter et voir cette émission en podcast sur notre site radiosensation.fr. Bonne fin de week-end à tous. On se retrouve la semaine prochaine à 18h sur Sensation. L'hebdo politique sur Sensation.